8h48 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko. Un club de la presse européen un peu spécial ce matin en cette journée mondiale des océans célébrée chaque année le 8 juin et ce depuis le sommet de Rio en 1992. Alors comment vont les océans? Bonjour Maud Fontenoy. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes ambassadrice, navigatrice bien sûr, commençons par là. Ambassadrice aussi auprès de l'éducation nationale pour l'éducation à la mer et les classes de mer. Ça c'est votre grande cause du moment, on va en parler. Présidente de la Maud Fontenoy Foundation. Les océans, on le rappelle, vous les avez traversés à la mer. Peut-être cette question toute bête, Maud Fontenoy, pour commencer, une journée mondiale des océans. Alors j'entends déjà des gens dire, allez, encore une journée mondiale de... Ça sert à quoi? Est-ce que c'est efficace? C'est certain, la réponse est automatique. On dit pourquoi il n'y aurait qu'une journée? On devrait parler des océans tout le temps. Donc naturellement, moi c'est le combat de ma vie. Ma fondation, ça fait plus de 20 ans que je œuvre pour l'éducation de nos jeunes, pour être sur le terrain et pour essayer de sensibiliser, de faire comprendre finalement que c'est presque par égoïsme aujourd'hui qu'il faut préserver nos océans, tant les océans nous apportent des solutions au quotidien, qu'on vive loin ou proche de la mer. On a toujours tendance que les océans sont loin. Et c'est vrai que c'était Tabarly qui disait finalement, pour les Français, l'océan, c'est un peu ce qu'ils ont dans le dos quand ils sont allongés sur leur serviette à la plage. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu, c'est très loin de nous. Alors on oublie que la France, elle est la deuxième puissance maritime mondiale quand même. On est juste derrière les États-Unis. On a des eaux extrêmement riches en biodiversité partout à travers le globe, et que cette richesse-là, il faut à un moment donné qu'on la respecte, mais aussi qu'on la protège. Et l'idée, c'est pas du tout d'aller reproduire en mer toutes les erreurs qu'on a pu commettre sur Terre. Donc on a un potentiel incroyable, et la France doit être leader dans cette préservation et dans aussi cette exploration. Parce que vous savez que c'est mon grand combat de dire qu'on investit 100 fois plus dans les recherches spatiales que dans la recherche océanique. Aujourd'hui, on connaît que 2 à 3% de la biodiversité océanique. Mais c'est quoi les richesses des océans? Parce qu'on pense aux poissons, mais... Oui, alors les richesses des océans, c'est vrai que quand tu vois le grand bleu comme ça, alors moi, en plus, qui part à la rame, à la voile et tout, les gens me disent, mais vous partez loin là-bas où on voit plus la côte. Oui, c'est vrai que ça paraît un truc un peu immense. Il n'y a plus rien, c'est ce qu'on se dit. Oui, il y a un côté. Ça a d'ailleurs fait peur tous les marins. On se demandait, mais qu'est-ce qu'on trouve derrière l'horizon? Et en fait, on s'est rendu compte, en se consacrant un peu modestement, et j'aimerais qu'on le fasse plus, à nos océans, qu'en fait, c'était vraiment le plus beau des musées et qu'on était le pire des conservateurs, mais que surtout, petit à petit, on s'est dit, oui, donc la moitié de l'oxygène qu'on respire, ça vient des océans. Ah oui, quand même, c'est le régulateur du climat. C'est un pourvoyeur d'énergie marine incroyable. C'est-à-dire que tu as un potentiel en énergie marine qui serait 1000 fois supérieur à ce dont l'humanité aurait besoin. C'est 22 000 médicaments qui sont étudiés, 13 prix Nobel, sur des ressources qui viennent de l'océan. Et on dit, incroyable, l'AZT pour lutter contre le sida, qui vient du hareng. On a étudié le cœur de la baleine, qui est incroyable. C'est 600 kilos de graisse qui, à chaque battement, aspire 5 à 6 baignoires de sang. Et ce cœur, il y a un chercheur qui a consacré sa vie à faire des électrocardiogrammes en milieu naturel sur tous les cétacés. Et il s'est rendu compte que le cœur de la baleine, il avait un réseau de nanofibrilles autour qu'il captait l'électricité naturellement produite par le corps de la baleine. Et il a créé le pacemaker de demain pour l'homme sans pile. Donc à chaque fois qu'on regarde l'océan, on trouve une solution. Et puis c'est naturellement la nourriture, parce que c'est quand même la marmite de l'humanité. Il y a 2 milliards de personnes qui ne mangeraient pas de protéines s'il n'y avait pas les protéines de la mer. Et tout ça, c'est sous nos yeux, en fait. Je prends les 2 dernières dépêches AFP de l'agence France Presse sur les océans, Maud Fontenoy. Alors, elles nous disent quoi? Le mois de mai écoulé, le plus chaud jamais enregistré à la surface des océans, 19,7 degrés. L'Arctique qui pourrait être privé de glace de mer en été dès les années 2030. Et on nous dit que c'est bien plus tôt qu'estimé jusqu'à présent. Tout ça est très inquiétant, c'est grave, docteur Fontenoy? Non, alors c'est vrai que, et je suis contente finalement qu'on ait commencé par le côté positif peut-être. Je sais pas. On va y revenir, il y a d'autres choses positives. Parce que j'essaie vraiment, depuis 20 ans que c'est mon combat, j'essaie de tordre le truc pour me dire comment est-ce qu'on pousse chacun à se mobiliser. Tu vois, moi qui suis dans les écoles et tout à l'heure je retourne auprès des enfants. Voilà, comment est-ce que... Parce que quand tu as connu les 40e rugissants, les 50e hurlants, tu vois, tu as tendance un peu à être paralysé. C'est que le truc, c'est quand même gigantesque le problème qui s'offre à nous. Alors, dans le même temps, si tu parles de toutes les solutions qui viennent de l'océan, tu te dis, oui, finalement, j'ai peut-être tout intérêt à le préserver et de comprendre que tout ça est un cycle. Est un cercle. C'est-à-dire que, par exemple, parlons du plastique, parce que quand vous parlez des chiffres alarmants, le plastique. Là, ça s'est terminé la semaine dernière, il y avait une grande conférence internationale à l'UNESCO sur le plastique. Alors, le plastique, un chiffre clé pour vous donner un peu l'ampleur. Dans les années 50, on produisait 2 millions de tonnes de plastique par an. Aujourd'hui, c'est 360 millions de tonnes de plastique par an dans le monde. Tu vois, donc, bien sûr, alors, ce matériau, il est très durable, il est un matériau très performant. Il faut qu'on le limite aux usages essentiels et que tout le reste, tous ces usages limités,
on arrête ces fuites dans l'environnement. Donc on sait où est le problème et aujourd'hui on est en train de former les industriels et les process sont en train d'évoluer. Alors vous dire que ça va assez vite, non. Quand on est une passionnée des océans et quand moi j'ai ramé à travers une nappe d'hydrocarbures et autres, bon... Non, ça va pas assez vite. Ah oui, il y et a un en même traité temps, sur la haute mer qui est en discussion depuis 20 ans. Celui sur le plastique, là, ça se passait à Paris, ça va prendre aussi, on imagine, 2 décennies. Tout ça est un petit peu décourageant. Mais on aime bien vous écouter sur Europe 1, Maud Fontenoy. Pourquoi ? Parce que vous avez cet optimisme et je le disais, vous êtes une femme d'action. Et ça commence par des petites choses. Vous avez parlé des classes de mer. C'est votre combat du moment, les enfants. Les emmener dans les classes de mer, ça se faisait beaucoup par le passé, de moins en moins. Vous pensez pouvoir permettre à tous les gamins du pays un jour d'aller voir la mer petit et d'être sensibilisés à ces enjeux écologiques, pas juste au truc bleu qui est devant la serviette de plage, comme vous disiez tout à l'heure. Non, mais vous avez raison. Les actions concrètes. Voilà, c'est ça qui compte et ça permet aussi de se rassurer, d'agir, hein, parce que tu vois, petit à petit, on finit par avancer. Alors aujourd'hui, le constat, c'est que tu as 3 millions d'enfants par an en France qui ne partent pas au bord de la mer, qui ne connaissent pas la mer. Donc en fait, la relance des classes de mer à destination des zones d'éducation prioritaire, donc des quartiers les plus défavorisés, c'est de permettre à des enfants de découvrir le milieu marin. Parce qu'en découvrant, on apprend à aimer, et qu'ensuite, quand on aime, après on se bat pour protéger. Oui, et puis quand on dit qu'un plastique qui tombe par terre et finit forcément à la mer, quand on l'a jamais vu, tout ça est un petit peu virtuel. Exactement. Donc là, tout à l'heure, là, je vous quitte pour aller retrouver 300 enfants qui ont bénéficié des programmes cette année, qui ont réalisé des défis, parce que depuis la création de la Fondation, nous, c'est 1 million d'enfants qui ont été sensibilisés à ces sujets environnementaux. Donc finalement, tu te dis que, mine de rien, en faisant, tu y arrives. Et là, c'est, comme dirait mon fils Maë, c'est de la mignonnerie en barre, tellement ils sont choux de ce qu'ils ont préparé tout au long de l'année. Alors, entre ceux qui ont travaillé sur le plastique et les dégâts qu'il fait, entre ceux qui ont travaillé sur le biomimétisme, entre ceux qui font une chanson sur la mer. Enfin bon, tu sens vraiment un travail des professeurs exceptionnel. Et c'est une grande chance que l'on a de pouvoir éduquer nos jeunes à l'école sur ces sujets-là. Et donc aujourd'hui, là, on reparle de ces classes de mer pour essayer d'encourager les professeurs. Et ces derniers mois, on a permis à près de 3000 enfants de partir déjà. Donc on a espoir qu'avec nos partenaires, on arrive vraiment, avec le lancement de cette opération, de permettre aux enfants de découvrir. Et du coup, de devenir, à ma place, les ambassadeurs de ce milieu, de ce Grand Bleu. Tiens, France 2 diffusait cette semaine une série baptisée Abyss, série à gros budget européen. Et le message, c'est un jour la nature viendra se venger. Il y a cette image d'une baleine, notamment, qui attaque un bateau de touristes. Cette écologie de l'apocalypse vengeresse, est-ce que vous pensez que ça aide ou est-ce que c'est contre-productif ? Alors moi, je pense que chacun a sa façon de donner le message. C'est pas la mienne. C'est vrai que je suis pas du genre à aller harponner les bateaux. Je pense plutôt que c'est dans la négociation qu'on fait avancer les choses. Je pense que c'est en essayant de rassembler, de ne pas pointer du doigt. En l'occurrence, moi, les baleines, je les ai beaucoup fréquentées et c'est des animaux de paix et de poésie. Après, parler que tout ça nous revient un jour dans la figure. Quand on commençait avec le plastique, il faut savoir qu'aujourd'hui, mais on mangerait l'équivalent de 5 grammes de plastique par semaine et par personne, l'équivalent d'une carte bleue de plastique, parce que tout ça a intégré la chaîne. Donc c'est bien pour notre intérêt qu'il faut ramasser le papier qu'on trouve sur la plage, parce que sinon il se retrouve dans ton assiette de sushi le soir. Mais néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, on l'a vu, quand on met en place des opérations de préservation, on l'a fait pour le thon rouge, les thons rouges sont revenus, on l'a fait pour la pêche à la légine, avec des contrôles, le poisson est revenu. On voit qu'il y a la mer, dès qu'elle est protégée, il y a une résilience et que, les stocks se renouvellent et que c'est plutôt positif. Merci Maud Fontenoy, c'est passionnant de vous écouter. Merci d'être venu ce matin sur Merci Europe 1. Tiens, une série documentaire qui est en préparation, qui sera diffusée, je le signale, à partir de septembre sur Canal+, Bleu, un océan de solutions. Voilà, ça c'est Maud Fontenoy à l'état brut, si je puis dire. Il y a votre livre aussi paru l'année dernière, vous étiez venu nous en parler, Femmes Océanes, aux éditions du Cherche Midi, portrait de femmes qui se battent pour les océans. Merci beaucoup Maud Fontenoy, c'est un plaisir.